Donc nous allons passer des domaines skiables à des zones de montagne non sécurisées, avec évidemment un cas pratique qui va nous emmener sur les terres ou sur le terrain de jeu du ski de randonnée. Donc il ne sera pas fait état en principe des règles dont on a parlé ce matin, notamment de la Fédération internationale du ski, juste puisqu'il y a une question qui est restée sans réponse ce matin sur ce sujet-là. Si on peut évidemment prendre en considération ces règles, notamment sur la vitesse, sur le respect du stationnement sur les pistes, etc. Si on peut les prendre en considération dans l'appréciation de la faute en responsabilité civile, il me semble que c'est tout à fait aussi possible de le faire en responsabilité pénale, puisque même s'il n'y a pas identité des fautes civiles et pénales, dans la modalité d'appréciation de la faute, de la négligence, de l'imprudence, on a quand même à peu près le même raisonnement. Donc de ce fait, ces règles-là peuvent aussi être intégrées dans le raisonnement judiciaire. Mais là, évidemment, il ne sera pas question de ces règles-là, puisqu'on va se situer dans le champ de la haute montagne. Donc j'ai avec moi, en quelque sorte, tous les intervenants de la chaîne qui est indispensable à partir du moment où l'accident se crée. Donc on a tout d'abord le guide de haute montagne qui est à mes côtés. Ensuite, on a l'expert qui interviendra plutôt à la fin de la table ronde, le major Colliot qui est en charge dans la logique du cas pratique de nous traiter l'aspect secours, et puis substitut du parquet qui nous parlera évidemment du traitement pénal à adopter, de la réponse pénale à adopter face à un accident de ce type. Donc s'agissant du cas pratique, alors je ne vais peut-être pas vous refaire une lecture intégrale, mais vous résumer les faits. Donc on a 3 personnes, 3 skieurs de randonnée, 3 skieurs confirmés qui souhaitent se lancer dans une journée de ski de randonnée accompagnés d'un guide. Guide de haute montagne. Donc toutes les précautions a priori ont été prises en consultant la météo la veille de la course notamment, et en indiquant les différentes consignes de sécurité nécessaires pour la réalisation de la course. La course s'effectue correctement. Il y a même une arrivée précoce au niveau du refuge, c'est-à-dire que le rythme a été bon, et donc il y a une volonté de poursuivre un petit peu le plaisir et puis de changer l'itinéraire de descente, de retour, pour faire en sorte que la descente soit plus longue. Et c'est là où on commence à voir l'improvisation, évidemment, gagner. Et donc, le guide emmène ses clients dans un secteur qu'il ne connaît pas nécessairement, et dans un secteur qui pourrait présenter un certain danger, puisqu'il y a des présences notamment de gazex et des pentes qui sont évidemment très raides. Donc, au cours de la descente, il apparaît que la descente devient de plus en plus pénible pour les clients en raison d'une neige très lourde. Et donc, la décision est prise de remonter et donc de, à nouveau, mettre les pots de phoque pour pouvoir reporter, en quelque sorte, l'ascension pour rejoindre l'itinéraire qui était prévu initialement. Le guide est accompagné d'un des clients et les 2 autres clients suivent un petit peu plus loin en essayant de respecter les règles de sécurité. Mais pour autant, une avalanche se déclenche au passage des 2 premiers, du guide et de son premier client, ce qui va emporter évidemment les 2 autres skieurs qui vont faire une chute de plusieurs centaines de mètres. À l'arrivée sur zone du PGHM, les victimes sont localisées. Malheureusement, l'une des victimes va décéder et l'autre est polytraumatisée. Donc, au vu des premiers éléments recueillis par le PGHM, le parquet décide l'ouverture d'une information judiciaire. Donc, si on se fie à l'enquête et l'expertise qui est ordonnée, on voit que le groupe de skieurs évoluait sur un secteur dont la pente moyenne était mesurée à 36 degrés, avec une inclinaison au niveau de la ligne de rupture de l'avalanche comprise entre 35 et 45 degrés, à une altitude approchant les 2000 mètres en exposition sud-est. Mais ça, je laisserai l'expert notamment nous faire part de ces considérations. Donc, le risque d'avalanche a été marqué au niveau 3 sur 5 jusqu'à 2200 mètres d'altitude, et de 4 sur 5 au-delà, en raison notamment d'un manteau neigeux instable en surface. Notamment en adret, ça qui a aussi son importance, puisque le changement d'itinéraire a pu effectivement conduire le groupe sur une pente en adret.
Donc voilà les circonstances factuelles de cet accident d'avalanche. Et évidemment, on va se poser la question des éventuelles responsabilités. Responsabilité pénale, responsabilité civile, hein, on peut évidemment l'aborder, même si ce matin il a été essentiellement question de responsabilité civile et non pas pénale, puisque sur les pistes et notamment sur les accidents, les collisions entre skieurs, c'est souvent beaucoup plus le civil qui est convoqué que le pénal, hein. Il y a très peu de poursuites pénales pour ce type d'accident. En revanche, en matière d'avalanche, c'est plus fréquent que la question pénale se pose, même si là encore, on a tendance à souvent surestimer le risque pénal, hein. Il y a évidemment des affaires malheureuses qui conduisent à des responsabilités pénales, mais dans un nombre excessivement limité par rapport à la crainte que suscite l'enquête pénale et la poursuite pénale. Et notamment la crainte chez les élus ou chez les praticiens, chez les guides notamment. Donc il y a un décalage finalement entre cette crainte et la réalité du nombre de poursuites, mais ça c'est une autre question. Donc je vais sans tarder passer la parole en priorité M. Ponsdorps pour la partie guide de haute montagne et essayer de voir avec lui comment on peut gérer ce type de situation, notamment dans la préparation de la course, de savoir si effectivement ce qu'il fallait faire a été fait, son sentiment aussi sur le changement peut-être d'itinéraire en cours de route, donc nous donner un petit peu son témoignage sur, de guide de haute montagne sur les faits qui nous sont présentés. Merci et bonjour à tous. Donc Christian Ponsdorps, je suis guide de montagne depuis à peu près 25 ans. Avant j'étais ingénieur, j'ai changé de vie. Je suis né à Grenoble, j'ai une double nationalité franco-allemande et en tant que guide, j'ai aussi été amené à m'investir au niveau de nos structures professionnelles, associations professionnelles. Pendant 6 ans, j'ai été vice-président du syndicat national des guides de montagne, qui regroupe la majorité des guides de montagne français. Et pendant 7 ans, j'étais d'abord vice-président, puis président de l'Union internationale des associations de guides de montagne. C'est notre système mondial qui nous permet de circuler à peu près partout dans le monde. Donc, notamment dans les Alpes, puisqu'on va surtout circuler d'abord dans les pays voisins, mais dans le monde entier, on a 28 pays membres. Voilà. Donc je vais m'exprimer, je dirais, avec 2 casquettes, hein, la casquette de simple guide et puis aussi la casquette par rapport à la profession. Voilà. Si vous le voulez bien, avant de répondre précisément à la question sur le cas de figure, que je connais bien, même s'il y a eu un peu, on va dire, ça a été un peu dérivé d'un cas réel, je voulais resituer des éléments de contexte, si c'est OK, rapidement, hein, je prendrai moins de 10 minutes. Donc au niveau du contexte de l'accidentologie, on est grosso modo 1500 guides de montagne en France. On exerce en moyenne 100 jours par an, sachant que les guides monoactifs exercent en moyenne plutôt 130 et les pluriactifs, donc plutôt un peu moins donc grosso modo 100. Voilà. Et on a 150 accidents. Donc comment on sait qu'on a 150 accidents? Parce qu'on partage une assurance en responsabilité civile, on la mutualise au niveau du syndicat national des guides de montagne, et on enregistre tous les accidents qui ont des conséquences corporelles ou matérielles. On en a à peu près 150. Donc si on fait une règle de 3 avec ces données, ça donne pour chaque guide à peu près un accident tous les 10 ans. Ça veut dire qu'une fois tous les 1000 jours, une fois tous les 10 ans, il va avoir un accident. La plupart des accidents ne sont pas très graves, mais on va dire grosso modo une fois sur 10 parmi ces 150 accidents annuels ou une fois tous les 10 ans pour le guide individuel au niveau statistique, ça va être dramatique. Donc, soit avec des conséquences très graves, des séquelles, soit carrément un décès. Voilà. Donc ça remet en perspective. Donc ça veut dire que le jour où cet accident se produit, c'est une fois sur 1000, c'est au bout de 10 ans. Et ce jour-là, selon ce qui s'est passé en amont et selon la conséquence, voilà, ça peut être dramatique ou ça peut être un simple genou et avoir aucune conséquence. Voilà. Deuxième contexte, c'est l'impact. Donc l'impact pour nous, en premier lieu, il est humain. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de pire pour un guide que de perdre un client. Voilà, c'est déjà, la punition, elle est déjà là, on le sait tous. On a ici aussi, avec moi, j'ai 2 collègues, dont un qui s'est occupé du réseau assistance accident. Donc c'est un réseau qu'on a mis en place depuis longtemps au syndicat des guides pour aider à la fois les guides, les proches, les victimes dans
dans les premières étapes après un accident, au moment de l'accident et après l'accident. Donc au travers de ce réseau, on voit ce qui se passe aussi au plan humain. On voit les conséquences. Évidemment, il y a des suites potentielles juridiques. Au niveau des suites juridiques, je dois dire, comme vous venez de le dire, au niveau pénal, ce n'est pas une problématique importante pour la profession. C'est une problématique importante pour l'individu. En France, rapidement, je vais citer le cas de l'Italie. L'Italie, c'est le premier pays vers lequel où on va à l'étranger. Donc en tant que guide, en moyenne, je crois qu'on y va 15 jours par an. Le guide français moyen, on fait des enquêtes métiers tous les 5-6 ans, donc on a ces chiffres. Donc on y va 15 jours par an. Et malheureusement, en Italie, les conséquences au niveau pénal ne sont absolument pas les mêmes qu'en France. Voilà. Il y a 2 pays qui ont une culture montagne très développée, c'est les Suisses et les Autrichiens, donc là c'est encore autre chose, il y a moins de soucis je dirais, mais en Italie on a des vrais soucis, donc au passage j'aimerais faire un petit appel de dire que ce serait extrêmement intéressant d'avoir ce genre de colloque au niveau des pays alpins, l'espace alpin par exemple. Et on peut avoir des fonds européens pour organiser un colloque international. On l'a déjà fait Pardon ? C'est un appel du pied. On l'a fait dans le cadre d'un projet transfrontalier avec le Val d'Aoste. On a déjà fait une rencontre bilatérale avec les Italiens. Mais voilà. Donc au niveau pénal, pas trop un souci. Au niveau responsabilité civile, donc là c'est notre gros problème. Je ne vais pas y revenir. C'est vraiment le souci numéro 1 pour la profession aujourd'hui. On a une pratique qui se développe, on a une accidentologie qui est stable, voire qui baisse. Donc avec une pratique qui augmente, donc ça on le voit au niveau des enquêtes métiers, hein, le nombre de journées pratiquées se développe au fil de l'eau, le nombre de guides augmente, l'accidentologie est stable, mais la judiciarisation explose. Voilà. Donc là j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit ce matin par monsieur Christophe, je ne me souviens plus de son nom, Kezel-Ambrena, qui est extrêmement intéressant sur les pistes pour faire face à ce problème de responsabilité civile. Voilà. Troisième élément de contexte, c'est les valeurs. Donc on a parlé, vous êtes pour pas mal d'entre vous, j'ai l'impression, passionnés de montagne. Donc ça nous fait plaisir d'être là en tant que guide et de voir qu'il y a beaucoup de passionnés de montagne, y compris dans vos professions, très sérieuses. J'ai vu ça ce matin, c'est sérieux. Voilà, donc pour ce qui concerne donc l'alpinisme au sens large, notre corps de métier c'est l'alpinisme, c'est le ski de montagne, mais c'est de l'alpinisme. Donc je dirais l'alpinisme commence là où les chemins s'arrêtent. Et là où les chemins s'arrêtent, il faut choisir. Quand on met un pied devant l'autre, on ne met pas n'importe comment, on va à droite, à gauche, on s'assure pas, on s'espace, on fait demi-tour. On prend des milliers de décisions à partir du moment où on a quitté les chemins. Et d'ailleurs, même sur les chemins, on est amené à prendre quand même des décisions. Donc je fais un petit clin d'œil à nos collègues accompagnateurs. Une remarque aussi, c'est que les valeurs qui sous-tendent notre profession, donc les valeurs liées à l'alpinisme, ont été reconnues au patrimoine culturel immatériel fin 2019 à l'UNESCO. Donc c'est pas pour dire que l'alpinisme, on va l'enterrer, c'est un truc de musée. C'est pour dire que l'alpinisme est vivant. C'est un travail de 10 ans qui a été fait par 3 parties, la France, la Suisse et l'Italie, pour faire reconnaître la liberté de pratique, la liberté d'accès. C'est lié à la responsabilité, on va reparler des aspects responsabilité. Et c'est lié au respect. Donc pour nous, la première chose qu'on apprend en montagne, c'est quand même le respect des dangers, c'est l'humilité. Quand on pratique la montagne, on se rend compte que c'est quand même un milieu à la fois extraordinaire, mais à la fois plein d'aléas et plein de dangers. Donc, le fait d'aller en montagne, on accepte. Et on essaye à la fois prendre du plaisir et à la fois minimiser notre distance, maximiser notre distance au danger et minimiser les conséquences qu'il peut y avoir. D'accord ? Donc ce qui est important pour nous, c'est qu'on a cette base de reconnaissance qui nous permet de dire, quoi qu'il arrive dans la société, cette activité, c'est notre patrimoine commun. On parlait tout à l'heure d'un espace commun, d'un bien commun. Pour nous, la montagne et l'alpinisme, c'est un bien commun qu'il faut développer et préserver et développer. Et on compte sur vous pour nous aider. J'ai fait quelques petits clins d'œil, voilà, donc à dispo pour échanger sur ces sujets. Voilà. Dernier élément, donc on vient au sujet, contexte de la pratique professionnelle.
La compétence des guides, donc la compétence, c'est les savoirs. Alain va en parler tout à l'heure, les savoirs, nivologie en particulier sur le cas qui nous intéresse, les savoir-faire et les savoir-être, donc le comportement. D'accord. Pour la gestion des risques, grosso modo, on catégorise les facteurs en 3 familles, les facteurs terrain, conditions et les facteurs humains. Et donc on attend des professionnels qui prennent en compte ces différents éléments, qui conduisent leur groupe, on va dire, en bon père de famille, si possible vers le sommet, et puis si possible pour rentrer pour l'apéro à l'heure. Voilà. Donc il y a une question de timing, il y a des questions d'anticipation, on va revenir, il y a des questions de plan B, ce qui était le cas par exemple dans l'accident, c'est pas évoqué, mais dans la réalité c'était le cas, c'était un plan B, ce qui est important aussi au niveau du traitement. Voilà. On a un code de déontologie à la fois français. Quand les guides sont intronisés, on leur fait lire, ça dure 5 minutes, le serment du guide. Voilà. Et on a un code de déontologie au niveau de l'Union internationale des associations de guides de montagne. Pour en venir au cas pratique, donc, ça m'inspire 2 remarques en tant que guide. La première chose, c'est donc l'influence de la personnalité des clients, dans certains cas. Ça arrive peu souvent, mais ça arrive. Quand on change d'itinéraire, quand on accepte de changer par rapport à ce qui était prévu, quand on est poussé à changer par rapport à ce qui était prévu. Et je peux vous dire qu'on a parfois des clients qui sont les managers ou les directeurs ou les responsables les plus sérieux du monde quand ils sont chez eux dans leur boîte et qui sont les pires manipulateurs quand on les a comme clients et qui sont prêts à tout, et y compris prêts à mourir pour réaliser une course. Voilà. Consciemment ou inconsciemment, mais de fait, avec l'expérience qu'ils ont, on peut considérer qu'ils sont prêts à prendre des risques énormes et ils vont nous utiliser comme véhicule pour aller vers l'objectif qui les intéresse. Voilà. Donc ça, c'est la première remarque que ça m'inspire. La deuxième... Peut-être une question justement sur cette dimension-là. Est-ce que dans la formation des guides, il y a une sensibilisation à ce risque-là de dérive de la part des clients ? Oui, donc dans la formation des guides, on aborde les 3 catégories, hein, on va dire schématiquement savoir-faire, savoir-être. Bien sûr, ça se mélange, puisque donc voilà. Au niveau du comportement, c'est pour nous ce qu'on appelle le facteur humain, c'est le travail numéro 1 qu'on fait. Et aussi par rapport au retour d'expérience sur les accidents, c'est vraiment le travail numéro 1. Je peux vous donner un exemple. Sans même parler des clients, on s'est aperçu que le travail entre guides pose aussi problème. Donc on a travaillé sur un cycle de recyclage, sur comment mieux fonctionner entre nous. Voilà. C'est directement lié au retour d'expérience. Donc oui, c'est fondamental. N'empêche que quand on est sur le terrain et que vous avez un haut responsable d'entreprise ou quelqu'un que vous a donné un guide prestigieux, il vous a, entre guillemets, confié un client avec une stature, un charisme, et ben, c'est pas la même chose que d'avoir monsieur lambda qui, entre guillemets, obéit gentiment au guide. Voilà. Et c'est le cas de figure dans cet accident qu'on évoque. Donc ça, c'est quand on connaît les détails de l'accident, pour moi, c'est important de l'évoquer puisque c'est, selon moi, le facteur principal qui a amené au changement d'itinéraire. Le deuxième élément, ça concerne les conditions. Donc ça, Alain pourra en reparler. On est dans des conditions clairement délicates, voire très délicates. L'itinéraire qui a été choisi au départ n'a pas pu être réalisé. Il y a eu un plan B. Dans le plan B, il y avait la possibilité d'aller au-dessus du refuge. Et après, il s'est passé ce qu'on a dit. Jusque-là, je dirais, le guide, il a été dans des conditions qui étaient, par rapport à ces conditions nivologiques délicates, il était, je dirais, dans les clous au niveau de la pratique professionnelle. Donc après, on peut aller sur différents éléments, mais je propose que ça soit un peu plus interactif peut-être que ce matin, et que du coup on enchaîne et puis on échange sur différents aspects qui sont évoqués, pas de souci. D'accord, je vous remercie, on reviendra effectivement par différentes questions avec la salle, naturellement. Je vais passer la parole au major du PGHM qui va nous évoquer évidemment la question des secours. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, mon intervention va porter essentiellement sur le rôle que
peut avoir le PGHM, mais qui peut avoir également la CRS Alpes quand on intervient sur des accidents en montagne avec notre double casquette de secouriste et d'enquêteur. Chaque fois qu'on intervient, et en la circonstance là, sur un cas d'avalanche, où il va s'avérer qu'après coup, donc, il y a une victime décédée, une victime polytraumatisée, on parle d'abord de l'humain. Et dans l'humain, on va d'abord gérer le secours. Comme l'a dit Christian, il y a toujours la part d'humain qui est importante pour nous à prendre en compte. Et avant de mettre notre casquette d'enquêteur, on va devoir secourir les personnes. Ces personnes, elles ont, dans un premier temps, été prises en charge par le guide de montagne ou par le professionnel, quel qu'il soit. Et lui, déjà dans cette situation, il a un stress traumatique direct lié à cette situation qui l'a peut-être rendu à ce moment-là incapable de gérer correctement les faits ou alors de parfaitement bien les gérer. Donc là, on va se retrouver rapidement à devoir changer de casquette et déterminer si le professionnel de la montagne a agi correctement en bon professionnel. Donc quand on va intervenir, on doit être capable, nous, de figer une situation dans un milieu changeant par nature. Une avalanche, on a un souvenir très récent avec celle du glacier d'Armançet. C'est particulièrement grand, c'est particulièrement anxiogène pour la plupart des acteurs. Le professionnel qui est directement concerné par l'accident, l'impliquant lui-même, impliquant ses clients ou impliquant d'autres personnes. Et puis les secouristes qui arrivent, que ce soit des secouristes d'État ou des secouristes des domaines skiables, qui, eux, vont être confrontés également à la nécessité de sauver des vies le plus rapidement possible. Donc, quand on n'oublie pas qu'on a toujours cette casquette d'enquêteur, on se doit, dès qu'on intervient, même si notre priorité c'est de sauver les gens, de pouvoir matérialiser la situation. En l'occurrence, on va assez rapidement utiliser les moyens modernes. Comme on est souvent véhiculé en hélicoptère, utiliser soit des caméras, donc on va filmer la scène, prendre des prises de vue. Ça va nous permettre deux choses. Ça va nous permettre de pouvoir s'assurer de la bonne réalisation du secours, parce qu'on va pouvoir déterminer qu'il y a des endroits où il peut y avoir des victimes qui seraient potentiellement non détentrices de détecteurs de victimes d'avalanche. On va pouvoir utiliser ces images pour les voir a posteriori, et quand ce type d'accident dure très longtemps dans le temps, de pouvoir retrouver des personnes qui n'auraient pas été en possession de ces matériels. Ces dimensions importantes, elles sont compliquées parce que ces secours, ils peuvent s'étaler dans le temps, ils peuvent s'étaler sur plusieurs jours, et l'humain reprend tout de suite sa part quand derrière on a des familles qui nous demandent des explications et qui demandent à retrouver les personnes cherchées. On doit être capable également de porter secours tout en gardant l'œil d'enquêteur quand on est au plus près de l'action. À titre d'exemple, quand on a une victime avalanchée, et ça rejoint ce matin ce que disait la docteure de l'IML, on va nécessairement, quand on va voir la personne qui va être sortie de l'avalanche, tout de suite s'interroger, savoir si elle avait une présence d'une poche d'air, présence d'un bouchon de neige ou autre. Ça va induire plusieurs choses. Ça va induire pour nous concrètement sur le terrain des réactions différentes de la part du médecin qui nous accompagne, du médecin du SMUR, en termes de prise en charge et de réanimation. Mais ça va également nous permettre d'orienter assez rapidement, quand on va avoir notre premier appel sur le terrain au TTR et au magistrat, sur lui donner des indications sur comment on a retrouvé les victimes. Est-ce qu'elles sont potentiellement décédées immédiatement consécutivement à l'avalanche, c'est-à-dire polytraumatisées, ou est-ce qu'il y a eu à un moment une survie dans la durée dans l'avalanche? Ça va avoir une influence si, et là ce n'est pas le cas dans la situation qui nous occupe, mais si pour une raison ou une autre, soit le détecteur de victimes d'avalanche n'était pas fonctionnel, soit s'il n'était pas présent, alors là c'est plus souvent le cas quand on intervient sur des victimes qui sont avalanchées quand il n'y a pas de professionnels, des gens qui se retrouvent pris dans des avalanches et qui n'ont pas le matériel nécessaire.
On va se poser la question également de si la personne elle est restée longtemps sous la neige, est-ce qu'il y a un lien direct entre le décès de la personne et le fait qu'on n'ait pas pu la retrouver parce qu'elle n'avait pas de DVA. Et il y a, si je ne me trompe pas, eu déjà des cas de situations où les professionnels avec un matériel défaillant s'étaient retrouvés dans cette situation-là. Et le lien de causalité n'avait pas été établi puisque la victime était décédée immédiatement, consécutivement à l'avalanche et avait été polytraumatisée. Et le décès n'était pas survenu suite à un temps d'ensevelissement trop long. Donc toutes ces questions, on va se les poser pendant qu'on fait le secours. On va forcément se poser la question de si les victimes étaient équipées de DVA pelle-sonde, si forcément les tiers ou les clients étaient formés. En le cas d'espèce, dans notre situation, il est rappelé que le guide a pris toutes les mesures nécessaires, qu'il a vérifié le matériel de ses clients et qu'il s'est assuré qu'il savait s'en servir. On pourra se poser utilement la question de savoir si une formation est pertinente quand on a des clients à la journée, à la demi-journée, sur plusieurs jours. Ça, ce sont toutes des questions qu'on peut se poser quand on fait de la conduite de groupe, et c'est en tout cas des questions que nous, en tant qu'enquêteurs, on ira poser aux témoins et aux victimes survivantes. On peut également se poser la question si le temps d'ensevelissement par rapport à une défaillance de matériel pourrait également être lié à un problème de communication ou à un problème de moyens d'alerte, de transmission d'alerte. On s'attache également à ça. L'idée, c'est toujours d'éclairer le magistrat pour savoir s'il y a toujours une corrélation entre le décès de la victime et un éventuel manquement ou imprudence. Là, en l'occurrence, dans le cas qui nous occupe, les secours ont été avisés et le professionnel, en tout cas c'est comme ça qu'on peut le comprendre au travers du texte, a mis tout en œuvre pour sortir les victimes de l'avalanche. Quand nous, on va opérer ces vérifications matérielles, on peut être amené à saisir le matériel. Donc le matériel, ça peut être des GoPro, ça peut être les détecteurs de victimes en avalanche pour être certain que le matériel était fonctionnel. Et ça peut être également les radios de secours, si toutefois, dans le secteur où le professionnel se trouvait, ce qui ne semble pas être le cas encore ici, les moyens téléphoniques ne passaient pas. Donc quand le téléphone ne passe pas, le professionnel a une obligation de moyens, donc une obligation à minima d'être en mesure d'appeler les secours. Donc on va s'intéresser à savoir s'il était capable d'appeler les secours de la manière la plus rapide possible dans cette situation. Là, de nouveau, dans cette situation, en tout cas, ce n'est pas évoqué, mais c'est des questions, en tout cas, qu'on va se poser systématiquement. Et toutes les questions que je balaye là ne remettent absolument pas en cause les qualités professionnelles des guides, des moniteurs ou des accompagnateurs en moyenne montagne. C'est simplement des questions qu'on est en droit de se poser, à savoir, comme ça a été évoqué, est-ce que le professionnel a pris toutes les diligences nécessaires, est-ce qu'il a agi en bon père de famille et est-ce qu'il a tout mis en œuvre. Voilà. Après, on sait pertinemment que même en mettant tout en œuvre, et parfois l'accident arrive et conduit à des situations dramatiques, comme c'est le cas ici. Une autre des problématiques qu'on va rencontrer, c'est d'être capable d'identifier tous les acteurs. Et du coup de conduire les auditions qui vont survenir après pour être toujours le plus éclairant possible pour les magistrats. En l'occurrence, ça va être les divers témoignages qu'on va avoir, mais c'est également l'ensemble des acteurs, l'ensemble des protagonistes. Ça sera le guide, ça sera les clients, ça sera les victimes qui sont, en l'occurrence, la personne dans l'affaire polytraumatisée qu'on pourra entendre quand elle sera en état d'être entendue, afin de mettre en lumière très clairement tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait. Au travers de tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait, ça va être la nécessité de mettre en avant l'ensemble des consignes qui ont pu être données par le professionnel, comment elles ont été données et est-ce que tout le monde les a
prises en compte et les a comprises. En l'occurrence, dans l'accident qui nous occupe, quand le guide décide d'arrêter sa descente et qu'il donne des consignes très claires pour remonter dans la pente, il donne des consignes de prise de distance qui semblent au regard du texte très clair. Qu'en est-il de la compréhension des clients? Est-ce qu'ils ont tous entendu la même chose? Est-ce que le briefing a été fait vraiment au bon moment? On sait que parfois, dans des situations d'accident, notamment sur piste, quand on a des grands groupes, entre la personne qui est juste derrière le professionnel et la personne qui est 7e, 8e, 9e, 10e dans le groupe, eh ben, le message n'est pas entendu de la même façon. Du coup, c'est intéressant de comprendre pourquoi est-ce que les deux dernières personnes qui se retrouvent dans la circonstance ensevelies et emportées par l'avalanche se retrouvent toutes les deux l'une à côté de l'autre. Est-ce qu'il y a une volonté de ne pas écouter les consignes parce qu'ils n'ont pas pris en compte le danger, parce que ce danger ne leur a pas été matérialisé, ou parce qu'en gros ils ne veulent pas s'en occuper? Ou est-ce que c'est qu'une consigne n'a pas été entendue? Ou est-ce que c'est, comme ça peut être le cas depuis le début de la journée, des personnes qui mettent une pression importante au guide et qui en gros sont là pour avoir un accompagnateur, mais qu'ils ne considèrent pas comme étant une personne qu'on peut écouter, ou en tout cas qu'on peut suivre et qu'on est capable de braver ces consignes. Quand on va conduire nos enquêtes, et quand on est secouriste, on apprend les techniques de secouriste, évidemment, on apprend les techniques de secours, on est tous des alpinistes par ailleurs, et ce côté alpiniste nous permet également d'être plutôt très juste, ou en tout cas de pouvoir conduire quand il y a des accidents avec le plus de justesse possible les auditions, afin de nouveau toujours d'apporter le maximum d'informations aux magistrats. Et ces informations, on va essayer de les apporter avant même les auditions, mais le plus rapidement possible dans notre premier appel au TTR. L'idée, c'est de figer la situation le plus rapidement possible pour ne rien oublier et faire appel le plus rapidement possible au service d'un expert neige et avalanche comme Alain qui est à côté de moi, ou assez rapidement de se tourner vers une autopsie. Voilà. Donc, plus on apportera des éléments contextuels. Justement, une petite question justement sur la temporalité, parce que votre première action, c'est le secours, et ensuite, c'est l'information du parquet, si je comprends bien. Donc, ça se déroule en combien de temps? Ça se compte en minutes, en heures, en jours? Alors, ça se compte en minutes. On essaye d'être le plus rapide possible. Souvent, alors c'est le temps du secours prime parce que forcément il y a des vies en jeu, et dès que un des secouristes présents et qui prendra rapidement le rôle de directeur d'enquête peut se dégager, on va tout de suite informer le magistrat, et ça sera fait sur le terrain. On ne quittera pas le terrain tant qu'on n'aura pas informé le magistrat des tenants et des aboutissants. Et le corps des victimes potentielles, en l'occurrence, ne quittera pas le terrain tant qu'on n'aura pas eu l'accord du magistrat et qu'on lui aura en tout cas dépeint la situation au plus juste. Et donc du coup, j'en reviens sur les notions d'audition où on va essayer d'être le plus juste possible. Être le plus juste possible, ça va permettre de déterminer, comme a pu le dire Christian, qu'est-ce que le guide a fait exactement en amont. Donc là, on parlait de notion de humain, terrain et niveau météo. Donc c'est ce qu'on appelle, on fait ce qu'on appelle le 3x3. Donc on va s'inquiéter avant de partir en montagne. Ça va être la veille, ça va être même plusieurs jours avant.
de l'itinéraire, des conditions nivologiques et météorologiques et des personnes qui nous accompagnent. Ces 3 niveaux d'observables, on va les faire à 3 temps différents. Donc on va le faire en amont, on va le faire au plus proche du terrain, et puis on va le faire à chaque fois qu'on s'opère une décision. Là, en l'occurrence, le professionnel sur l'affaire qui nous occupe a pu également donc préparer. On comprend qu'il a vu la nivologie et la météorologie. On comprend qu'il connaît l'itinéraire. On comprend qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour conduire son groupe correctement. Il s'est inquiété de son groupe. Il s'est inquiété de la part des personnes qu'il avait avec lui, de leur sécurité. Il connaît le terrain. Il a choisi un itinéraire facile, sans doute, parce qu'il ne connaît pas les personnes et que c'est la première fois qu'il les emmène. Donc, il veut être en mesure de les évaluer. Et ça, à chaque fois, sur le terrain. Donc, quand les clients lui propose en l'espèce de changer d'itinéraire, lui doit refaire à ce moment-là ce petit check. Et nous, on va mettre en lumière ce check et qu'est-ce que le professionnel en a fait. Comment est-ce qu'il a considéré le niveau de ses clients à ce moment-là? Est-ce qu'il était adapté ou pas à la pente? Est-ce que le risque niveau météo était adapté ou pas à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait une évolution, le fait qu'on soit plus tard dans la journée ou plus tôt dans la journée, etc., etc. Toutes ces décisions terrain, peut-être qu'Alain en parlera également, ça met le professionnel dans ce qu'on appelle des modes de vigilance. Donc ça, je laisserai l'auteur des modes de vigilance, le créateur, en parler. Et il faut également voir au cours des auditions si le professionnel était en capacité de voir qu'il y avait des signes avant-coureurs de l'accident. On peut se poser la question ici de savoir si les avalanches qu'il déclenche ou les petites coulées qu'il déclenche avant de s'engager dans le couloir, qu'est-ce qu'il en déduit? Voilà. Est-ce que pour lui c'est un risque qu'il a pu gérer parce qu'en gros il a purgé la situation et du coup il a géré, il a pris en compte le risque, donc son mode de vigilance baisse ou revient à un niveau normal? Ou est-ce que ça lui a mis une puce à l'oreille et un indicateur de dangerosité, mais derrière il y a d'autres paramètres qui entrent en compte? On va se poser la question de la pertinence des choix, on va se poser également la question des consignes, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'elles sont claires? Est-ce qu'elles sont entendues? Est-ce que les gens qui reçoivent la consigne sont prêts à l'entendre et veulent la mettre en application? Est-ce qu'ils en comprennent les tenants et les aboutissants? On se pose la question aussi de savoir est-ce qu'on doit tout dire à un client ou est-ce qu'on ne doit pas tout lui dire? Si on lui dit tout, est-ce qu'il est dans une situation de stress qui va le conduire à se mettre plus en danger que si on ne lui avait pas dit, et inversement? Donc tout ça va être matérialisé au travers des auditions du professionnel et des auditions des témoins. Tout ça pour dire qu'une avalanche, en l'occurrence le cas qu'on a là, mais c'est le cas d'un petit peu toutes les secours sur lesquels on intervient, l'humain est la priorité, en tout cas l'humain est la prise en compte des personnes. Comme a pu le dire Christian, le professionnel de la montagne, il ne se lève pas le matin en disant qu'il va tuer un de ses clients. Et ça, nous, en tant qu'enquêteurs, on en a bien conscience. Le professionnel de la montagne, il est déjà traumatisé de la situation. Il y a également les victimes qui, elles, sont traumatisées probablement encore plus pour le peu qu'il s'agisse, comme c'est le cas ici, d'une famille. Il y a le frère, il y a le beau-frère. Donc il y a des implications humaines qui sont assez importantes. Et dans les situations d'avalanche, dans la mesure où parfois il y a un temps assez long avant la découverte des personnes, cette part-là prend beaucoup et voilà, c'est stressant. C'est compliqué à gérer pour tout le monde. Et voilà, on ne s'arrête pas simplement à la casquette, en tout cas pour nous, à la casquette d'enquêteur, mais derrière il y a des personnes
et ça peut être difficile à gérer pour tout le monde. Et puis, dans des cas comme celui-ci, mais comme dans d'autres cas d'accidents en montagne, il y a la compréhension de la synergie de l'accident, de la cinétique de l'accident, qui est compliquée, où les choses ne sont pas forcément aussi évidentes qu'on aurait pu le croire au premier abord. Et du coup, tout ce qu'on va pouvoir faire au cours de l'enquête, ce qui pourra être fait ensuite avec l'ouverture de l'information judiciaire, va pouvoir nous éclairer un maximum. Merci. Merci Major pour toutes ces précisions, ce témoignage qui éclaire bien la situation et notamment les éléments de contexte. Donc je vais passer la parole à Madame le substitut parquet de Bonneville. Donc évidemment là le lien est très facilement fait avec ce qui vient d'être dit, puisque vous allez être en charge de l'orientation pénale, de la gestion de l'enquête et du choix aussi de la procédure à suivre. Donc là, dans le cas, il y a notamment le choix d'une ouverture d'une instruction préparatoire. Je suis un peu surpris, moi, que ce choix soit fait. Donc j'aimerais bien avoir votre sentiment pour savoir si c'est régulier ou pas, ou si... a priori, c'est plutôt sur des accidents avec beaucoup plus de victimes, où vous avez peut-être la nécessité, une pression un peu aussi médiatique forte d'ouvrir une instruction. Je ne sais pas si ça rentre en ligne de compte ou pas. Merci. Je reviendrai évidemment sur ce choix procédural que je ne partage pas dans le cas pratique et je m'en expliquerai et je le dis également devant d'autres procureurs de montagne. Du coup, ça pourra aussi être l'occasion d'échanges s'ils ont d'autres avis et d'autres appréciations. Je me présente juste rapidement, Mélanie Loridan, donc je suis au parquet de Bonneville, substitut depuis septembre, donc assez récemment, mais j'étais précédemment dans un autre beau parquet de montagne puisque j'exerçais pendant 3 ans au parquet de Gap, donc un autre massif. J'en profite aussi pour saluer l'engagement absolu de nos services de secours en montagne que sont la CRS Alpes, dans tous les départements autres que la Haute-Savoie et bien sûr les PGHM, les unités des PGHM, parce que eux, ils engagent, nous on est, on va dire, en back-office et eux, ils engagent finalement leur vie et malheureusement, on a vu aussi qu'il y avait des drames dans ces unités d'élite de la gendarmerie ou de la police. Voilà, donc je profite de ce moment pour saluer, et au nom d'ailleurs du parquet de Bonneville et également de mes anciens collègues du parquet de Gap. Ceci étant dit, juste quelques mots sur ce parquet particulier qui est Bonneville, puisque nous avons sur notre ressort de compétences territoriales la vallée de Chamonix, mais pas que. On a une partie des Aravis, le Gifre également, les Aiguilles Rouges, mais particulier parce qu'effectivement, c'est la vallée de Chamonix qui concentre, on va dire, la plus forte activité de haute montagne. Les pistes, on va dire, c'est le parquet d'Albertville, et la haute montagne, c'est plus le parquet de Bonneville. Je crois que c'est même au niveau mondial, sans doute c'est ça la plus haute activité de haute montagne au monde. Alors on dit souvent qu'au parquet de Bonneville, on sait mieux gérer un accident mortel de montagne qu'un accident de la circulation routière, et c'est un peu le cas parce que c'est les valeurs aberrantes des statistiques de ces morts brutales, c'est que on a moins d'accidents sur la route qu'en montagne, tout confondu, alpinisme, vol libre, wingsuit, enfin toutes les activités, on va dire, accidentogènes de ce type. Pour revenir à l'activité concrètement du parquet, et en se plongeant, on va dire, directement dans ce cas pratique, comme vous l'a expliqué le major du PGHM de Bourg-Saint-Maurice, quand on a un accident mortel de montagne, quelle que soit l'activité, le service de secours et le service enquêteur appellent ce qu'on appelle le TTR dans notre jargon, le traitement en temps réel, plus simplement la permanence du parquet. La permanence du parquet, c'est un magistrat du parquet qui assure, c'est une permanence H24, 7 jours sur 7, donc par roulement. À Bonneville, nous sommes 5, donc on alterne week-end et semaine toutes les 5. Donc on a ce premier appel qui nous fait état d'une situation avec les tout premiers éléments à chaud. On n'a pas
tous les éléments. Et souvent, d'ailleurs, l'enquêteur, le secouriste, puisqu'ils sortent, ils sont tout juste ou à peine sortis de leur situation de secours, qui nous appellent, on va avoir la localisation, le nombre de victimes, quelles qu'elles soient décédées ou blessées graves ou prises en charge. On va savoir aussi, généralement, dans cet instant-là, s'il y a un professionnel qui a en tout cas encadré l'activité. Et à cet instant-là, en fait, c'est pas parce qu'on est au parquet qu'on va chercher immédiatement une responsabilité pénale. À cet instant-là, notre question, et je crois que c'est la question aussi des premières investigations qui se font sur le terrain, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas qui a fauté, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Et certaines enquêtes se terminent on sait un peu plus ce qui s'est passé sans pour autant savoir si, et parfois d'ailleurs, personne n'a fauté. Comme ça a été dit en introduction, il y a finalement, par rapport au nombre de morts en montagne, alors j'ai plus les chiffres en tête sur tout le massif alpin, mais je vais dire une bêtise, entre 50 et 100 à peu près par an, toute activité confondue, on a peu d'engagement de la responsabilité pénale. Mais on le fait quand on estime que ça doit être fait, et on ne le fait pas que pour les professionnels de la haute montagne ou de la montagne, on le fait aussi sur un groupe, on va dire, d'amis. On peut aussi avoir l'engagement de cette responsabilité pénale. Alors pour revenir donc à ce premier, on va dire, appel téléphonique, donc nous à la permanence on va prendre note des premiers éléments, et puis rapidement on va dire on raccroche finalement pour dire, bon, finissez vos opérations de secours, la situation va se figer un peu, on donne éventuellement des premières instructions, est-ce que vous avez bien pris les photos, en fonction, on va dire, des considérations de la scène, on va dire, pas de la scène de l'accident. On peut décider d'une autopsie déjà, de le dire au directeur d'enquête, là, et je le dis, alors je ne sais pas si elle est encore dans la salle, le professeur Scolan, c'est-à-dire qu'on a changé un peu pas de doctrine, mais enfin maintenant pour les avalanches, on fait systématiquement, ce qui n'était pas le cas il y a encore 6 mois, 1 an, on fait systématiquement une autopsie. Donc ça c'est des premiers éléments qu'on va indiquer à l'enquêteur, éventuellement des photos, mais ça d'office, ils le font d'eux-mêmes. Et puis il y a une première question qui se pose, une vraie question d'ailleurs, et puis peut-être que je réinterrogerai le major sur son avis là-dessus, ou d'autres enquêteurs. C'est le cadre de l'enquête. Quel cadre d'enquête on donne aux faits dont on vient d'être informé. À l'instant T où j'ai les éléments de cet accident, non, je n'ouvre pas d'information judiciaire immédiatement. D'abord, j'ai même pas d'éléments pour engager une responsabilité pénale à ce stade. On est dans un cadre d'enquête, à mon sens, en tout cas le plus sincère, c'est ce qu'on appelle les recherches des causes de la mort de l'article 74 du Code de procédure pénale. On a d'autres cadres d'enquête qui sont l'enquête de flagrance ou l'enquête préliminaire, mais pour moi, pour ces enquêtes, il faut déjà que je considère qu'il y a une infraction qui a été susceptible d'avoir été commise, on va dire. Ce qui fait que, en tout cas, moi, aux premiers éléments, je le dis parce qu'en fait, il y a des services enquêteurs qui préfèrent tout de suite partir en préliminaire, alors même qu'on est sur un temps de flagrance, s'il y a une infraction telle que l'homicide involontaire ou les blessures involontaires avec une capacité supérieure à 3 mois. Et finalement, c'est en fait parce que quand on modifie le cadre d'enquête, nous, on va demander à l'enquêteur d'acter ce changement de cadre d'enquête. C'est pas une obligation, mais on préfère que ce soit acté en procédure pour qu'on sache à l'instant T de quoi on parle en termes de pouvoir d'enquête. Puisque, alors je ne vais pas faire un cours de droit de procédure pénale, mais en recherche des causes de la mort et en enquête de flagrance, vous avez la perquisition sans l'assentiment et voilà certaines choses qui ne sont pas faisables ou moins facilement faisables dans le cadre d'une enquête préliminaire. Donc cette question du cadre de l'enquête, c'est une vraie problématique. Voilà, il y a des services enquêteurs qui préfèrent partir sur tel cadre d'enquête plutôt que d'autres. En tous les cas, c'est au magistrat du parquet. S'il n'est pas d'accord avec le cadre qui est, on va dire, indiqué ou proposé par l'enquêteur, qui doit le rectifier et le faire acter. Sur le reste, une fois qu'on va dire que l'enquête est posée,
Alors là, c'est vraiment... je parle en mon nom personnel, j'ose espérer que c'est un peu partagé par mes collègues du parquet, mais je ne vais pas immédiatement saisir un juge d'instruction des faits. Pour remettre un peu les choses dans le contexte, dans ce cas-là, on est sur on va dire une avalanche classique. Quand je dis classique, c'est en nombre de victimes. Une personne décédée, une personne blessée grave, polytraumatisée. On peut tout faire dans un cadre d'enquête avec une direction de l'enquête qui reste du côté du parquet. Qu'est-ce qui ferait basculer vers une saisine d'un juge d'instruction? Alors il y a plusieurs éléments, possiblement effectivement le nombre de victimes, mais pour moi en tout cas c'est pas suffisant, mais effectivement le nombre de victimes peut être un des éléments. En termes d'investigation, je dis ça à demi-mot parce que en fait toutes les investigations qu'on va avoir à faire, dont évidemment les expertises en nivologie, elles peuvent l'être dans le cadre d'une enquête de flagrance ou préliminaire ou des recherches des causes de la mort. Donc là-dessus, on n'a pas a priori pas besoin d'écoute téléphonique, donc on n'a pas besoin d'un juge d'instruction. Il y a un principe aussi de réalité qui est de ne pas surcharger nos cabinets d'instruction. Par contre, il y a d'autres éléments qui peuvent éventuellement nous faire pencher la balance vers l'ouverture d'une information judiciaire. C'est par exemple quand alors j'ai heureusement jamais eu le cas, j'espère que ça se posera jamais, mais quand on fait une mesure de sûreté, à savoir par exemple un contrôle judiciaire, je n'ose même pas parler de détention provisoire dans ce cadre-là, mais je ne sais pas si on sait que la personne qui encadrait l'activité, le guide, était sous l'empire de l'alcool, sous l'emprise des stupéfiants, a commis toutes les fautes qu'il ne fallait pas commettre, n'a pas équipé ses clients de détecteurs de victimes d'avalanche. Enfin, s'il y avait une succession et qu'on voulait lui faire cesser immédiatement sa pratique, son activité professionnelle, là oui, je saisis un juge d'instruction pour qu'il y ait un contrôle judiciaire avec une interdiction d'exercice. Mais sinon, on va dire, pour le coup, typiquement dans un cas comme ça, je préfère garder le volet côté parquet, possiblement préliminaire, parce que pour le coup, il y a des questions quand même de responsabilité qui peuvent être, en tout cas, ça questionne, on va dire, ce changement d'itinéraire et quelques prises de décision qui forcément a posteriori sont un peu, on va dire, révélatrices d'au moins une faute. Est-ce que c'est suffisant pour engager la responsabilité pénale? On n'en est pas encore là, mais en tout cas, moi je préfère garder la main, je préfère dire à mon directeur d'enquête de requérir l'institut médico-légal pour l'autopsie de la personne décédée. Puis là j'en viens du coup à toutes les investigations qui vont être faites, de requérir un médecin légiste aussi pour établir les lésions et fixer l'incapacité de travail du blessé, et voilà, et de poursuivre et on va dire de garder mon enquête. C'est pas juste me l'approprier, hein, c'est aussi un principe, on va dire, de réalité. Alors il y a d'autres arguments aussi. Je pense aux avocats, c'est-à-dire c'est l'accès au dossier. Hein. Dans le cadre d'une instruction préparatoire, les parties ont un accès au dossier beaucoup plus facilité que dans le cadre d'une enquête préliminaire. Donc ça aussi, c'est un élément. Mais en tous les cas, moi, à l'instant T, on va dire dans les jours ou les semaines qui suivent ce type d'événement, j'ouvre pas d'informations judiciaires à Bonneville. Voilà, je sais pas, je parle pas pour les autres parquets. Il peut y avoir d'autres on va dire d'autres opinions qui pourront d'ailleurs être exposées lors de la table ronde suivante. Voilà, on peut quand même être un peu étonné si on n'est pas habitué de la procédure pénale que finalement le cadre d'enquête dépend d'un parquetier à un autre, ou même d'un enquêteur à un autre. Alors non, c'est le parquet pour le coup. Ouais. Voilà, c'est ce que je. Ça s'appelle, c'est l'opportunité des poursuites. Précisément le mot que vous l'entendez. Et puis effectivement, Madame le procureur général a raison de le rappeler, c'est-à-dire qu'en tout cas sur les parquets alpins, Chambéry, Grenoble, on a même les mêmes pratiques de ce point de vue-là. Et évidemment, quand je dis c'est mon avis personnel, au parquet, on a un travail en équipe, c'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas décider dans mon bureau, dans ma permanence,
non plus. C'est-à-dire que sur ce genre d'événement, on en parle forcément. On est dans des petites équipes. On en parle. Notre procureur vient nous voir, vient nous demander ce qui s'est passé. On en parle entre nous. Est-ce qu'on pense que quel axe, quelle stratégie d'enquête adopter? Et finalement, on décide un peu en collégialité. Là, moi, je me l'approprie parce que je vous dis la pratique, on va dire habituelle sur ce type d'événement. Et une fois que vous avez eu les éléments qui sont fournis, notamment par le PGHM, donc vous avez mieux compris comment l'accident s'est produit, à quel moment vous vous interrogez sur la responsabilité, sur la nature de la faute, sur la qualité d'auteur direct, indirect, voilà. etc. Alors, ça vient dans un second temps. Alors, toujours, on va dire, on est sur un temps très court, là, tout ce que je vous dis. Donc dans la journée même, alors souvent c'est avalanche fin de matinée, début d'après-midi, donc généralement on va dire dans la même journée, on a déjà requis l'autopsie, éventuellement l'examen médico-légal du vivant, on a requis l'expert avalanche, donc M. Duclos en reparlera, parce qu'effectivement l'analyse du manteau neigeux, il est dans un temps extrêmement court après les faits, puisque le manteau neigeux évolue en quelques minutes, quelques heures. Après les fins, le temps peut changer. Après, sur les tout premiers actes d'enquête, on va également faire tout ce qui est audition de témoins, c'est-à-dire les participants survivants, comment ils ont vécu la chose. Là où justement on peut basculer alors, le guide, s'il est entendu dans le cadre de l'enquête en recherche des causes de la mort, il va pouvoir être entendu en qualité de témoin et pas de mise en cause. Ça, il faudra une enquête de flagrance ou préliminaire. Mais sur un premier jet, pourquoi pas? Après, si on n'a pas vraiment d'éléments à cet instant-là de mise en cause, et si on veut en tout cas, et c'est important de l'avoir à chaud sur ce qui s'est passé, il faut qu'ils soient entendus immédiatement. Et déjà, on va dire, avec ces premières auditions, on a déjà un petit tableau de ce qui s'est passé et de la prise de décision. Et là, on peut déjà dessiner, c'est encore trop tôt, mais l'ébauche d'une responsabilité pénale. Mais c'est vraiment tôt, là, ce que je vous dis, on va dire, dans les 48 heures, 72 heures qui suivent l'événement. Donc on n'en est pas encore à se dire, je poursuis, parce que le final, on va dire, de classer ou de poursuivre, on va aussi prendre tous les autres éléments de l'enquête, y compris les résultats de l'expertise de l'autopsie, on va prendre toutes les auditions. Et sur la réponse pénale, on n'est pas sur un temps court, on est sur un temps, on n'est pas forcément long, mais moyen. Assistance, oui. Là, c'est bon, non? Oui, c'est bon. Et en tout cas, sur la décision qui serait de classer ou de poursuivre, quel que soit le mode de poursuite, on peut prendre le temps de la réflexion pour le coup. Et sur ces dossiers-là, évidemment, on prend le temps de la réflexion. Et on se fait retourner le dossier et la procédure de manière complète. Et on décide. Voilà. Donc là, dans le cas pratique qui est proposé, vous n'auriez pas assez d'éléments pour nous dire si une poursuite non, serait pas tout de suite, pas à ce moment-là. Tout de suite, pas au moment des premiers comptes rendus. Il y a aussi l'analyse du matériel qui a été un peu évoquée, c'est-à-dire est-ce que ça on l'a pas d'ailleurs dans le cas pratique. Est-ce que tous disposaient d'un détecteur de victimes d'avalanche? Est-ce qu'il était en marche? Est-ce que le guide a pris le soin de vérifier? Ça, il me semble qu'il y avait les... Donc ça, c'est des éléments qui sont vérifiés, on va dire, immédiatement par le service le service de secours et le service enquêteur. Et en tout cas, voilà, c'est pas en 48 heures qu'on décide de cette réponse pénale. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a aussi je voudrais insister aussi là-dessus, sur ce type d'accident qui est important à faire, c'est la toxicologie, que ce soit celle du guide, celle des victimes, savoir, est-ce qu'il y a eu de la consommation de l'alcool et de stupéfiants. C'est un élément qui est important, qui est peut-être pas suffisamment fait. Je ne sais pas si c'est fait systématiquement en cas d'accident. Un accident mortel de la circulation, c'est fait systématiquement, mais un accident mortel en montagne, c'est fait de plus en plus. Voilà, c'est une pratique qu'il faut peut-être...
en tout cas, ça va dépendre déjà des directives qu'on va avoir, mais ensuite, ça sera systématiquement dirigé dans le cadre de l'autopsie, forcément, et vers le professionnel également, vers l'ensemble des autres participants. C'est pas le cas. Pour être honnête, c'est pas quelque chose qui est systématisé vers. En tout cas, ouais, sur une activité encadrée, ça va être plus souvent demandé, je pense. Le professionnel est là où les victimes, voilà, c'est des éléments dont on a besoin. On va aussi, en plus, c'est un peu dans le cas pratique, les données de météo, niveau logique, donc avec l'expertise. Donc vous voyez, c'est un spectre quand même extrêmement large d'actes d'enquête, que ce soit audition. Je vous propose de passer à l'expertise précisément, parce que le temps avance. Excusez-moi. Voilà, je mets le chronomètre en route. Ok. Est-ce qu'on peut passer à... Voilà. Donc je vais essayer d'être clair et bref, exclusivement technique, par rapport à l'avalanche. Donc l'avalanche, c'est tout un sujet parce que c'est complexe, c'est encore mal connu. Mais dans l'avalanche, il y a une partie prévisible, une partie imprévisible, et puis l'entre-deux, le plus ou moins difficilement prévisible. Et je pense que ce point-là est important parce que, en tant qu'expert, je dois expliquer au tribunal ce que je comprends de l'avalanche, mais il faut bien considérer que ce que je comprends de l'avalanche n'est pas nécessairement ce qu'on doit attendre d'un pratiquant de la montagne. Et là, il y a quelque chose à mesurer qui est important. Alors, je vais parler d'un cas concret. Alors, des expertises, j'en ai fait une 60aine dans le cadre, donc soit pour le tribunal, soit pour les syndicats professionnels. Et parmi celles-ci, il y en a une qui ressemble beaucoup au cas pratique qui a été décrit. Et puis, donc, on m'a demandé aussi de parler de nivologie, mécanisme de déclenchement, de cette histoire d'appréciation du risque. Alors, l'appréciation du risque, en fait, c'est un sujet qui m'importe parce que donc, je suis guide aussi. Et j'interviens dans la formation des guides. Et donc, j'ai à cœur de lister de façon aussi claire que possible quelles sont les informations que devrait rechercher un professionnel, en tout cas un leader de groupe, puisqu'on parle de ça, pas nécessairement de professionnel. Donc, recenser ce que doit rechercher un leader de groupe, mais c'est sur cette même trame que peuvent s'appuyer les magistrats pour dire on est en droit d'attendre que vous ayez vérifié ça, ça et ça. Et puis un petit mot sur le rôle de l'expert et subsidiaire, si vraiment il y en a besoin, on parlera de l'incidence éventuelle du réchauffement climatique. Voilà. Alors, voilà. Un cas concret qui ressemble à ce qu'on a vu, donc vous allez retrouver, c'est pas tout à fait net, mais peut-être des points que vous reconnaîtrez. On parle d'un refuge qui est par là, et puis on verra le détail après. Et puis d'un groupe qui finalement descend ici, et puis déclenche une première plaque, ça je ne le savais pas au début, et puis enfin une seconde plaque. Le détail, c'est ça. Alors est-ce qu'on voit mieux ici? Oui, parce que tout à l'heure, on vous a parlé de plaques, on vous a parlé de gazex. Donc qu'est-ce que c'est qu'une plaque de neige? Une plaque de neige, c'est tout un morceau de neige qui part ensemble. On a un vaste morceau, donc il y en a une ici et puis l'autre là. Et puis ici on a ce gazex. Donc gazex, c'est un exploseur à gaz qui en l'occurrence permet de sécuriser une route en vallée et qui vise à causer une surpression dynamique qui va éventuellement déclencher une plaque. Alors le gros atout qu'on a donc, quand on intervient dans le cadre d'une expertise pour le tribunal, c'est l'acheminement sur les lieux par l'hélicoptère et des bonnes photos, mais on n'a pas toute l'info. Donc quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'il y avait une plaque qui était partie dans ce secteur-là. J'ai vu le gazex, j'ai vu des traces, mais je ne connaissais pas le lien entre tout ça. Et seulement après que j'ai su que oui, c'est le leader du groupe, en l'occurrence, qui, à son passage, a déclenché la plaque. Donc là, il y a une première info. Et puis donc le groupe a continué à descendre, et comme ça a été dit tout à l'heure, eh bien ici en vert, on a effectivement la trace du groupe, des 4 protagonistes qui remontent, et la plaque qui part et qui emmène les 2 protagonistes qui étaient en bas. Donc voilà un cas concret qui ressemble
de façon assez troublante à celui qui a été commenté dans l'introduction de cette présentation. Alors si moi je parle de ce cas concret qui ressemble, eh bien, on s'interroge où est-ce que ça s'est produit. Alors quand je suis missionné pour une expertise, donc il y a ces photos et puis il y a aussi les relevés GPS qui me permettent sans aucun doute possible de situer où c'est. Et ces points GPS, en l'occurrence, c'est les icônes bleues qui sont ici. Je les resitue sur la carte des pentes. Donc ça, c'est quelque chose qui est maintenant très facilement accessible, de savoir quelle est l'inclinaison des pentes dans laquelle s'est produit l'accident. Et en quel cas, on a des pentes de façon évidente, très raides, en tout cas, puisque c'est coloré, d'une inclinaison supérieure à 30 degrés. 30 degrés étant le seuil au-dessus duquel l'avalanche peut partir. Évidemment, une fois qu'elle est partie, elle peut s'écouler en fond de vallée, traverser des replats, remonter en face, mais pour qu'elle parte, il faut 30 degrés. Alors, qu'est-ce que je regarde au niveau de la neige? En l'occurrence, il y avait une info que j'avais pas, c'est qu'une avalanche venait d'être déclenchée par le groupe qui est passé. Et puis, comme j'en étais pas sûr, ce que je vérifie, c'est... Voilà. L'idée, c'est de voir sur quelle couche part systématiquement ou pas cette neige fraîche qui s'est mobilisée hier. Voilà. Donc ici, on l'a essayé une fois. On regarde si ça marche systématiquement. Donc on voit que ces 20 cm de neige fraîche sont très instables sur la vieille neige qui apparaît maintenant. Voilà. Okay. Alors, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait au moment de l'expertise, donc le lendemain de l'avalanche. Ce qui montre d'ailleurs que même si c'est un cas de couche fragile qui n'est pas très marqué, le lendemain, ça fonctionnait encore. Donc, se dire, ah mince, il y a eu 2 jours, on n'a pas requis d'expert, c'est cramé, c'est trop tard. Non, quelquefois 3 jours, 4 jours, 5 jours après. En tout cas, un bon expert a toujours de l'information à prendre en allant sur place. Donc, pas se laisser gêner par ça. Et donc, effectivement, plutôt que la forme des grains ou comme on le faisait à l'ancienne, vraiment, ce qui m'intéresse maintenant dans l'expertise, c'est la façon dont les couches sont reliées entre elles et comment elles réagissent. Donc, on parle de tests nivologiques. Donc, dans cette expertise, donc on a parlé photo, on a parlé localisation, on a parlé nivologie. Et puis, eh bien, évidemment, on va rechercher les conditions nivo-météorologiques qui avaient lieu au moment de l'accident. Et en l'occurrence, il faut se débrouiller, chercher les stations automatiques, notamment du secteur. Et là, c'était assez spectaculaire de voir comment le moment de l'avalanche correspondait à vraiment une élévation très marquée de la température. Et on voit aussi que, ma foi, la veille, l'avant-veille, il y a eu des précipitations. Donc oui, on a des précipitations récentes. Oui, on a une augmentation de la température, précisément au moment de l'avalanche. Et donc, dans les éléments à prendre en compte aussi, en l'occurrence, et là aussi ça ressemble au cas pratique qui a été choisi pour cette conférence, eh bien, finalement, là, on a un bulletin qui est franchement bien fait, avec un risque qui passe de 4 à 3, on peut se demander pourquoi, mais bon, c'est comme ça, risque 3. Et puis, si on regardait le détail, on verrait qu'on parle effectivement en adrette de plaques friables qui se réchauffent, et là, on a un bulletin d'estimation de risque d'avalanche qui est vraiment bien fait et précis. Mais, au titre de choquer certains, ce n'est pas toujours le cas. On va en parler un petit peu après. Donc là, on parlait du cas concret. Ensuite, quelques mots sur la nivologie et les mécanismes de déclenchement. Et là, j'ai choisi cette vidéo parce qu'elle illustre en fait le plus grand mal, la plus grande difficulté à laquelle est confronté un leader de groupe, c'est la grande surprise. C'est l'immense surprise. Et c'est toujours le cas. Comme le major l'a dit, comme Christian l'a dit, un guide, il ne part pas pour démolir des clients, quoi. Donc il est toujours dans l'intention, en tout cas, il veut en prendre soin. Et l'avalanche, c'est l'immense surprise, c'est souvent le drame. Et on a du mal à l'imaginer, c'est le cas ici. Et j'ai cette vidéo parce que, voilà, ça s'est bien passé, il n'y a pas de judiciaire, mais c'est un professionnel qui vraiment était très en colère contre lui-même parce qu'il avait une petite gamine à la maison et sa femme enceinte et je suis pro et je me suis fait surprendre de cette façon-là. Vous voyez, c'est des très bons skieurs, la neige est poudreuse.
Donc si on parle d'éléments simples, non, la qualité de la neige de surface n'est pas du tout un élément qui va déterminer le danger. Et pourtant l'avalanche elle part, on la voit sur la droite et c'est parti. Malheureusement il met la main sur sa caméra, mais on va voir dans les images d'après que la rupture s'étend et toute la pente se décroche. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Donc une avalanche, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire, c'est des conditions de rêve. C'est très bien parti. Et je montre ça un petit peu parce que c'est un cas qui est très classique et qui se démarque un peu du cas concret, qui est un peu le cas idéal. On dit, là, tout était... Enfin, on peut se dire, éventuellement, tout était prévisible, mais ce n'est pas souvent le cas. Alors, comment ça se fait ? Comment ça se fait que la neige poudreuse comme ça, froide, un environnement magnifique, ça va démarrer en plaque alors qu'on n'a rien prévu ? On ne prévoit rien. Donc là, c'est la partie difficilement prévisible. Je ne dis pas imprévisible, mais difficilement prévisible. Pour illustrer ça, je sais pas... Ah si, il y a un pointeur qui est là. Tac, parfait. Voilà. Donc en fait, dans l'étude de la neige, hein, c'est mon métier au quotidien en fait. Des tests comme ça, dans les 2 ans passés, on en a fait 500, parce qu'une partie de mon métier, enfin mon métier principal en fait, c'est d'estimer le risque d'avalanche au-dessus des routes. Et donc quand il faut fermer la route de Tignes-Val d'Isère, ou la laisser ouverte, il faut quelques arguments. Et c'est pour ça que tous les jours de l'hiver, en fait, depuis mi-novembre jusqu'à là, en fait, pour l'ouverture des grands cols, on creuse des trous pour essayer d'identifier quoi ? Eh bien, des couches fragiles. C'est-à-dire la couche qui va s'effondrer, qui va faire que, contrairement à maintenant, toutes les couches sont collées les unes aux autres, l'une sur l'autre, tac, tac, elles sont toutes collées. Mais dans ces couches, il y en a une qui est particulière et qui, sur sollicitation, on va dire sur amorce de rupture, va se décoller. Et c'est ce qu'on va voir là. Et ça correspond, si on est dans une pente à plus de 30 degrés, à l'avalanche qui devient possible. Donc là, je mets ma scie, et en fait, là, je me suis quelque part trompé, je n'ai pas vraiment identifié bien la couche fragile. Vous allez voir, ça va céder au-dessus. Et j'anticipe un peu, parce que l'image n'est peut-être pas tout à fait nette. Au-dessus, vous allez voir un effondrement qui va se propager. Au-delà d'un seuil, évidemment, qu'on n'anticipe pas. Voilà. C'est ça l'effondrement. Et une fois que la couche fragile, et seulement une fois que la couche fragile est effondrée, là, on a 2 éléments décollés, ce qui fait que même si le bloc finalement pèse peut-être 200 kg, hein, parce que la neige est assez dense, avec 2 mains, parce que la pente n'est pas assez raide, donc j'aide un petit peu, et l'ensemble s'écroule. Donc le moteur de l'avalanche, l'élément indispensable de l'avalanche, ce sont ces couches fragiles. Est-ce que c'est prévisible ? Est-ce que c'est imprévisible ? Est-ce qu'on attend d'un leader qu'ils doivent savoir ça ou pas ? C'est la question qu'on se pose à l'occasion d'un accident. Ceci dit, ce mécanisme de déclenchement, pardon, c'est là, on l'a vraiment... Hein ? Ouais, mais ça vient. On l'a ici, mais c'est quand même ce qui va faire ou pas la possibilité de déclenchement à distance. C'est une question qui se pose sur l'expertise. Qui a déclenché ? Est-ce que le gars était dans la pente ? Est-ce qu'il n'était pas dans la pente ? C'est tout à fait d'actualité. Et c'est la connaissance de ce mécanisme qui permet d'approcher cette réalité. Dernier point, presque. L'appréciation du risque. Donc l'appréciation du risque, en fait, elle est complexe. C'est-à-dire que, pourquoi c'est complexe ? Parce que contrairement à ce qu'on voudrait bien, l'indice de 1 à 5, 1, 2, 3, 4, 5, n'est pas suffisant. Donc là, je vous dis, on a vu un cas d'école, en quelque sorte, où c'est risque 3, 4, il y a avalanche dans le 35 degrés, ça marche bien. Mais on a quand même avalanche mortelle par risque 1, c'est arrivé récemment. Et puis, alors, je ne sais pas si le PowerPoint sera en ligne, mais vous pouvez regarder les liens. Et puis, très très récemment, hein, il y a moins d'un mois ou un mois, il y a eu 2 très grandes avalanches par risque 2. Il y en a eu une en Suisse avec 16 personnes quand même enfouies par risque 2. Et pourtant, par les Suisses, si jamais il y en avait qui étaient meilleurs, peut-être ce serait eux. Mais eux aussi, voilà. Et puis, l'avalanche d'Armancette que chacun a en tête était aussi par risque 2. Alors, pour apprécier ce risque, c'est ce dont je vous parlais. En fait, on a estimé, et finalement tout le monde s'y retrouve, hein, le syndicat des guides, le club alpin français, Data Avalanche qui sont à l'origine de ça. Voilà, c'est sur la base, quels sont les éléments à prendre en compte ? C'est est-ce qu'il y a eu avalanche récente ? Est-ce que la pente est à plus de 30 degrés ? Quel est l'indice de risque ? Et est-ce qu'il y a une surcharge récente ? C'est-à-dire qu'il y a eu des précipitations dans les jours passés ? Est-ce que c'est en train de se réchauffer ? Est-ce qu'il y a couche fragile ? Et donc c'est sur cette base-là
qu'on attend d'un professionnel qu'il prenne ses décisions. Et dans ce cadre-là, eh bien, on a développé avec l'Université Savoie-Mont-Blanc Synthesis. Ça, c'est en ligne. Là, je suis sur Internet. C'est pas la bonne date, mais c'est pour montrer que ici, donc un enseignant-chercheur de l'Université Savoie-Mont-Blanc a développé ce système pour savoir donc quel est l'indice de risque et où, et puis quelles sont les orientations concernées, quelles sont les altitudes concernées, et on rajoute bien ici, par exemple, vous allez voir qui apparaissent quand je remonte les jours, les avalanches qui ont été observées à telle altitude, telle exposition, pour répondre à cette question, est-ce qu'il y a eu avalanche ces jours-ci? Donc voilà un petit peu pour parler des outils qui sont aujourd'hui disponibles, faut que je m'en aille de ça, qui sont disponibles pour prendre des décisions les plus pertinentes possibles. Et puis alors là, on ne voit pas très bien, mais je terminais en évoquant les réquisitions, parce qu'elles sont diverses, et je voulais donner 2 exemples où là on a plutôt une réquisition à gauche avec question plutôt fermée, genre se rendre sur place, d'accord. Description géographique de l'avalanche, indispensable. Description nivologique de l'avalanche, sondage, test, ceci, cela. Hypothèse quant à l'origine du mécanisme de déclenchement, éventuels facteurs récents ayant entraîné une dégradation rapide, éventuels signaux d'alerte, et puis autres observations et données utiles. Or, cette autre observation et données utiles, l'expert, ça le contraint un petit peu, parce qu'il doit quelque part faire travailler ses ménages pour dire « Ah, qu'est-ce qu'il y a aussi d'important ?» Mais s'il n'y a pas cette mention, ce qui arrive, je me contente. J'essaie de répondre aussi précisément que possible aux éléments de la réquisition et pas plus. Et puis donc, dans certains cas, les réquisitions sont plutôt en question ouverte comme ça. Or, ça paraît très court, mais finalement, voilà, déterminé par une coupe de manteau neigeux et tous autres gestes techniques, les causes de l'avalanche survenues, etc., sur la commune. Et faire tous actes utiles à l'enquête en cours. Donc voilà, 2 façons de faire des réquisitions. Et pour l'expert, en tout cas, qui a à cœur de répondre et d'éclairer le tribunal, c'est vraiment très important. Voilà, merci pour votre attention. Très clair, merci. C'est gentil, merci. On va laisser la parole à la salle pour quelques questions. Oui, c'était pas vraiment pour une question, mais simplement pour rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure par Madame Loridan du parquet de Bonneville. Donc les 2 cours d'appel de Chambéry et de Grenoble ont travaillé ensemble, et ce serait bien que ça se refasse d'ailleurs, sur l'action publique en matière d'accidentologie en montagne, parce qu'il nous semblait important effectivement qu'on puisse adopter les mêmes cadres d'enquête. En tout cas au début, il y a toujours des exceptions selon les circonstances des accidents. Donc effectivement, on part sur de l'article 74, je confirme ce qu'a dit Madame Loridan, en général, sauf exception évidemment, mais en général plutôt sur de l'article 74, parce qu'on a quasiment les mêmes pouvoirs qu'en matière de flagrance, donc les mêmes pouvoirs d'enquête, et que c'est beaucoup moins stigmatisant pour notamment les professionnels, qui parfois qui peut-être plus tard seront mis en cause, mais en tout cas on a un cadre d'enquête qui nous permet d'investiguer tout à fait normalement, et qui est un cadre d'enquête totalement neutre. C'est-à-dire que d'emblée, on recherche les causes de l'accident, on recherche les causes de la mort, et rien d'autre dans un premier temps. Donc c'est la raison pour laquelle ce cadre est privilégié assez systématiquement. Sauf quand, encore une fois, d'emblée, on sait qu'il y a une faute a priori caractérisée de la part d'un professionnel ou d'un non-professionnel d'ailleurs. Ça peut être une faute d'un autre pratiquant. Sur les autopsies en matière d'avalanche, professeur Scollan est reparti, mais elle nous disait ce matin, c'est pas pour faire de la publicité pour les autopsies, mais en matière d'avalanche, je pense qu'il faut en faire. Moi, je suis convaincue, comme Madame Loridan, qu'il faut les systématiser. Alors, il y a très peu de morts en avalanche qui ne sont pas autopsiés maintenant, mais c'était encore le cas effectivement il y a quelques années. C'est indispensable pour l'appréciation du lien de causalité. Et j'ai le souvenir, alors c'était l'avalanche des 2 Alpes
Olivier, je crois, que tu as suivi, toi, pour le parquet de Grenoble, et où en réalité la question qui se posait était de savoir, alors il y avait un encadrant avec des lycéens, et l'encadrant fait en réalité vérifier la présence des DVA par les élèves eux-mêmes, c'est-à-dire que chaque élève vérifie, c'était un sport-études. Alors vas-y, je confonds deux dossiers, je mélange deux dossiers. Ce sont deux dossiers différents où il y avait en effet des lycéens. Dans le premier, c'est le lycée du Diois, où le prof qui s'était payé lui-même la formation de guide les emmène dans le Vercors. On a un risque 2 en dessous de 2000. Il va voir lui-même si le terrain est bon en demandant qu'un écart soit respecté. Malheureusement, celui qui est juste derrière, qui est un petit peu le chouchou, n'a pas respecté l'écart et surtout, il n'a pas de DVA. Il est emporté par l'avalanche, le petit jeune, et on va découvrir très vite que s'il n'a pas de DVA, c'est que le contrôle avait été confié par l'enseignant à un élève qui était un peu timide et qui n'avait pas osé dire que son camarade n'en avait pas. Et on se rend compte après l'autopsie que la cause du décès ne vient pas de l'absence de DVA, c'est-à-dire une hypothermie ou un étouffement, puisqu'il a été tué par le choc contre un arbuste qui lui a fait un peu la tamponnade dont parlait ce matin Madame Scollan. Donc on a poursuivi après ouverture d'une information. Et pourquoi ouverture d'une information ? Il y avait en effet une dimension médiatique avec l'institution scolaire qui était susceptible d'être mise en cause. On a poursuivi sur le choix de la course, sur le non-respect des distances, mais pas sur l'affaire du DVA, qui était pourtant la faute la plus évidente, mais qui ne présentait pas de lien de causalité. Et sur l'affaire des Deux Alpes, il n'y avait pas de DVA comme ils étaient sur piste, mais la piste était fermée, et le professeur s'était laissé convaincre de les emmener quand même. Sur la causalité indirecte, c'est vrai que moi j'en profite, Thérèse, pour poser une question. On a quand même des cas, et c'était la question pour le Cornafion, là, dans le Vercors. Le déclenchement s'était fait à distance. C'est-à-dire qu'il a fait partir une plaque avant qui était 30 mètres au-dessus et qui les a emportés. On avait souhaité qu'il y ait un débat judiciaire public, mais j'ai requis la relaxe en estimant que la faute caractérisée ne pouvait pas être retenue. Et c'est vrai qu'on a à chaque fois ce type de débat quand il s'agit de victimes mineures, qu'il y a des familles, il y a un aspect cathartique de la justice, lourd pour le professeur, puisque j'ai appris depuis que sa carrière avait été brisée. Mais si on peut parler un tout petit peu de causalité indirecte et de déclenchement à distance, ça m'apparaît aussi bien intéressant. Oui, je vais vous passer la parole. C'est vrai que pour le juriste, c'est une question essentielle de savoir si on a affaire à un auteur direct ou indirect, puisque la nature de la faute, évidemment, n'est pas du tout la même. Et donc, on n'en a pas beaucoup parlé, mais si on peut... Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, alors là, on est typiquement dans des cas de causalité indirecte, donc il nous faudra démontrer, en tout cas pour le magistrat du ministère public, que ce soit au stade de la décision de poursuite ou si ça va jusqu'à l'audience des réquisitions orales, démontrer, si on entend, on va dire, faire condamner une faute, ce qu'on appelle caractérisée, une faute qualifiée, qui n'est pas complètement définie par la jurisprudence, qui est floue, qui est de la casuistique. Donc voilà, c'est entendu que c'est une accumulation de fautes. Donc dans le cas, il y a des éléments qui peuvent nous faire dire qu'il y a quand même une petite accumulation de fautes sur le parcours emprunté, le versant adré, l'horaire pris, voilà. Et pour rebondir aussi sur ce qui était dit, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des dossiers où on décide de les envoyer jusque devant le tribunal. Je pense aussi à certains homicides involontaires sur la route, parce que l'audience a un vrai effet. D'abord, c'est le lieu du débat, c'est le vrai lieu du débat, et il y a un effet catharsis qui est souvent assez important pour les familles des victimes, et aussi pour leur permettre de mettre un visage sur le prévenu. Parfois, voilà, ils n'ont pas rencontré le guide ou le professionnel. Ils s'aperçoivent que c'est aussi un être humain qui voit sa souffrance, etc. Donc cet effet catharsis, il est aussi important dans tous les cas d'homicide involontaire, quel qu'il soit. Et juste pour terminer sur le volet, parce que je sais qu'on a peu de temps, mais on n'en a pas parlé. Moi, je voulais juste vous rappeler ou vous dire, si vous ne le connaissez pas, c'est public, il y a un rapport du service de documentation des études
et du rapport de la Cour de cassation, du SDER, justement sur cette thématique. Il est assez récent, il est daté du 10 mai 2022 et il est intitulé « Appréciation de la faute caractérisée en matière de délit non intentionnel et guide de haute montagne ». Donc il est vraiment sur ce champ-là et il est en ligne sur le site de la Cour de cassation. Merci. Oui, c'est pas toujours évident. La faute caractérisée, parfois, c'est une faute particulièrement intense. C'est pas uniquement une accumulation. Et par ailleurs, sur l'auteur direct ou indirect, les jurisprudences sont contradictoires aussi. Enfin, elles sont pas forcément très homogènes parce que parfois le guide est auteur direct, parfois il est auteur indirect. C'est selon qu'il déclenche lui-même l'avalanche ou selon que ça soit son client qui déclenche l'avalanche. Non, je voulais dire par rapport à ce type d'accident, une fois qu'on en est au déclenchement de l'avalanche, c'est qu'il s'est passé en amont tout un tas de choses. Et donc, une fois qu'il y a une avalanche qui se déclenche, comme l'a dit Alain, il peut y avoir des grosses conséquences, il peut y avoir des petites conséquences. Armancette, c'est un désastre, hein, 6 victimes. Mais voilà, on est en bout de chaîne à ce moment-là. On est en bout de chaîne et c'est un certain nombre d'éléments qui ont amené à être dans cette situation. Donc, il ne faut pas perdre de vue ce qui s'est passé en amont. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Merci. Peut-être. Oui, bonjour, François Leray, guide de haute montagne et puis ancien expert judiciaire également. Pas en nivologie, mais en montagne et sport de montagne. Je voulais juste revenir sur la question qui a été posée tout à l'heure, de savoir ce qu'on fait au niveau des guides pour être un peu dans la prévention des avalanches, mais de tous les accidents en général. Et notamment, vous avez évoqué le propos de faute caractérisée. Alors, de la même manière qu'Alain a mis en place cette méthode cristal, là, qui est une très excellente approche de la situation nivologique, on a mis aussi en place d'autres outils qu'on peut pratiquer régulièrement. Et par exemple, c'est un outil qui consiste à identifier les anomalies ou les transgressions nécessaires que doit faire le guide, à les justifier, c'est-à-dire savoir pourquoi il le fait, et à les comptabiliser. Et en faisant cette démarche, il finit par prendre conscience de l'accumulation de ce qui va constituer par la suite une faute caractérisée. Et donc en prenant conscience, il s'en prémunit un petit peu. Voilà. Et ça fait partie d'un ensemble de démarches qu'on fait pour essayer justement d'améliorer la capacité décisionnelle du guide. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que tous les éléments d'analyse qu'on a après une avalanche, avant l'avalanche, quand on est avec des clients derrière nous, et dans des situations, et dans des pays notamment, très lointains, très différents de chez nous, avec des nivologies complètement différentes, ce qui va faire le succès de l'entreprise, c'est la qualité décisionnelle du guide. Et il faut tout de même bien reconnaître, comme le disait Christian tout à l'heure, c'est que sur 1500 guides qui travaillent tous les ans, il n'y a pas 1500 accidents et que, mine de rien, on ne s'en sort pas si mal que ça. Oui, bonjour, Jean-Luc Favre, barreau de Thonon. C'est une simple question sur l'orientation de l'enquête, parce que j'ai le sentiment qu'il y a rarement des instructions, que le parquet a la volonté ou le sentiment de vouloir garder la maîtrise finalement de l'enquête. Et pour le prévenu, ou en tout cas celui qui risque de l'être, j'ai l'impression que finalement, ce que vous avez dit tout à l'heure, le seul moment effectivement de contradiction, ça va être l'audience. Et toute la phase préliminaire, alors c'est toute la critique que souvent le barreau fait à l'encontre de l'enquête préliminaire, hein, qui est conservée extrêmement longtemps finalement par les parquets, mais quand même par rapport au droit de la défense, et on le dit assez, et le droit de la défense, c'est pas uniquement l'accès au dossier, comme vous l'avez dit, Madame le substitut, mais c'est aussi quand même le droit de pouvoir non seulement avoir un débat contradictoire, mais également de formuler effectivement des arguments dans le cadre de l'enquête. Alors, statistiquement, je ne sais pas si on a une idée de cela, mais est-ce que il y a quand même quelques instructions ouvertes, ou finalement, est-ce que c'est quasiment une politique un peu systématique de garder l'enquête auprès du parquet pour arriver directement à l'audience? Merci. J'ai pas de statistiques. Je ne sais pas s'il y en a au niveau des ressorts de cour d'appel. Il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas de schéma figé, c'est au cas par cas.
nous, en cours, à l'instruction, pour ne parler que de Bonneville, on a des accidents mortels à l'instruction actuellement. Voilà. Et quand on dit qu'on veut garder, on va dire, la main sur l'enquête, c'est pas pour priver les parties du contradictoire. C'est notre procédure pénale qui est ainsi. Je suis pas là pour écrire la loi, et peut-être que prochainement il y aura plus d'accès et justement plus de contradictoires, y compris dans le cadre de l'enquête préliminaire. Comment ? Vous êtes au carrefour. Oui. Mais il y a, on va dire, différents paramètres qui se superposent. Voilà. Je ne sais pas si Madame le procureur général... Non, simplement ce que je voulais dire pour vous répondre, maître, c'est que les enquêtes préliminaires ne durent pas plus longtemps que les instructions préparatoires, et qu'assez souvent, si vous voulez, en réalité, on va ouvrir une information après une enquête quand on aura des éléments permettant de mettre en jeu la responsabilité d'une personne. Voilà. Donc, quand on dit pas d'ouverture d'information, c'est pas d'ouverture d'information immédiatement après les faits, parce que ça présente aucun intérêt, si vous voulez, puisqu'en réalité, dans l'immense majorité des enquêtes, on aboutira à un classement sans suite. Alors après, évidemment, classement sans suite, ça veut dire aussi que des victimes peuvent se constituer partie civile devant le doyen des juges d'instruction. Mais voilà, il faut avoir en tête que la grande majorité des enquêtes dans cette matière se terminent par un classement sans suite, infraction insuffisamment caractérisée ou absence d'infraction. Voilà. Pardon, je voulais compléter. Excusez-moi. Un peu lente cet après-midi. Oui, sur le contradictoire, on peut faire du contradictoire sur de la préliminaire. Enfin, on en fait de façon courante maintenant. C'est une réforme que tout le monde connaît. Et l'intérêt justement de cette ouverture du contradictoire, de l'ouverture de l'enquête au contradictoire, c'est justement d'éviter des ouvertures d'informations judiciaires dès lors qu'on a dans l'enquête tous les éléments qui sont nécessaires pour une prise de décision et éventuellement pour l'engagement de poursuite, si vous voulez. C'est vrai que l'expertise en nivologie, elle se fait assez systématiquement dans le cadre de l'enquête. Alors le juge d'instruction, si à un moment donné il est saisi, il pourra en refaire une autre. Mais on a quand même les moyens en enquête préliminaire de faire tous les actes d'investigation qui sont nécessaires à l'évaluation de la responsabilité éventuelle d'une personne. Il reste une table ronde qui va suivre, donc on va prendre la dernière question. Je suis désolé. Oui, Xavier Chantelot, avocat au barreau de Bonneville et avocat du syndicat des guides, donc j'ai récupéré tous les dossiers, là, je les connais tous. Simplement, quelques remarques que je voulais faire qui amèneront peut-être des questions. La première, alors j'apprends que l'enquête préliminaire est très contradictoire, je suis ravi de l'apprendre, je l'ignorais. Voilà, parce que quand je demande une copie de PV ou des éléments, il me faut 8 à 9 mois pour les obtenir. Et comme il y a tout de même de la nécessité de rapidité, notamment pour les expertises, je ne suis pas convaincu que ce soit totalement contradictoire. Première remarque. Deuxième remarque, c'est concernant le phénomène de catharsis que je connais bien et qui effectivement est nécessaire. Je ne suis pas certain que ce phénomène-là puisse amener à conduire de poursuivre des gens qui ne sont responsables de rien. Et je ne suis pas convaincu que sur les victimes, c'est un effet bénéfique. Et puisqu'on parlait de l'avalanche du collège de Diois, où je rappelle le guide a été totalement relaxé, je ne suis pas convaincu que l'effet était très positif sur les victimes. Troisième élément, l'enquête qui s'ouvre sous 74 du Code de procédure pénale sur les recherches de la cause de la mort, je pense que c'est une bonne chose. Et effectivement, sous réserve de ce problème de contradictoire, ça permet, et parce que là je peux témoigner que les guides, quand ils ont un accident, je peux vous dire que la première chose qu'ils ont en tête, c'est de pleurer et de souffrir moralement de ce qui leur est arrivé. Encore une remarque, c'est concerne la compétence territoriale. Nous avons la chance, et Madame le substitut Loridan en est, me semble-t-il, un exemple présent, d'avoir des magistrats qui connaissent un peu, beaucoup, passionnément, le droit de la montagne et l'exercice de ce droit en matière de poursuite. Vous étiez à Gap, aujourd'hui à Bonneville.
Mais je vous signale que je plaide des dossiers d'avalanche à Nice, à Paris très fréquemment, tout simplement parce qu'on a toujours ce problème quelquefois de plainte de victimes, et que le lieu de compétence est quelquefois le lieu du préjudice, et que quand il y a décès, le lieu du préjudice est celui de la famille. Voilà, il m'arrive de plaider à Nice. J'ai vu dans les réquisitions d'Alain Duclos une réquisition sur un lieu qui se plaide à Nice, et on a du mal, je ne cache pas qu'on a du mal à faire passer le message des avalanches avec des magistrats niçois. Le phénomène est quand même beaucoup plus connu par chez nous, Grenoble, Chambéry et naturellement les tribunaux judiciaires du ressort. Mais voilà, il fallait impérativement le dire. Dernière remarque, c'est concernant l'intervention du major. On a oublié une chose qui est très importante. Donc je peux témoigner que les recherches toxicologiques n'étaient pas systématiques et qu'elles le deviennent carrément. Mais il y a un élément qui est oublié, ce qui est systématique et en premier, c'est toujours de demander les diplômes du professionnel. C'est toujours, me semble-t-il, la première démarche que vous faites, parce que, effectivement, si le professionnel qui a un accident n'est pas diplômé, ben, l'homicide involontaire ou les blessures involontaires par défaut de respect d'un règlement, on y a droit tout de suite. C'est simple. Merci. Bien, merci. On va passer... on va quitter la scène pour laisser la place à la deuxième table ronde de l'après-midi. Merci beaucoup pour vos interventions.